Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur ma chaîne Vérité à venir. Vous l'avez certainement observé, une multitude de contenus qui sont présents sur différentes thématiques, les technologies, l'économie, les migrations, la civilisation et bien d'autres choses encore. Alors n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à trouver la flèche pour pouvoir partager en créant un post ou bien en prenant l'URL et en la basculant sur différents réseaux. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, on arriverait à une réédition de ce que j'avais fait il y a peut-être quelques années, je crois que c'était en 2017, un truc comme ça, 2018, où j'avais pris certains films et j'avais fait le même épisode pour certaines séries qui nous annoncent l'avenir, soit rempli de technologie, soit annonçant la dépopulation, comme dans Soleil Vert, et bien d'autres phénomènes encore, qui questionnaient sur l'économie, notamment avec les crypto-monnaies, ce genre de choses, sur la place des robots demain, seront-ils conscients ou non, le transhumanisme, est-ce que nous allons limiter quelque part la modification de l'ADN, voire un peu à la cyberpunk, avec ces personnes déjà tatouées, percées, qui rêveraient en fait de pouvoir s'augmenter, et donc on arriverait à une nouvelle humanité. Et la question se posait également, y aurait-il une forme de time-out ou pas, un temps défini sur Terre dans l'ordre biologique, et un forçage ou non pour laisser l'espace sur la Terre, donc à être dans le post-humanisme, c'est-à-dire apparemment à téléverser, en tout cas à envoyer sa conscience dans la machine, ce qui s'appelle le post-humanisme. Et donc sur ces différentes thématiques, j'étais arrivé après quelques années de recherche, de lecture, de Luc Julia, à bien d'autres encore, à celui-ci, le prochain maître du monde, l'intelligence artificielle, dont nous reviendrons sur certains éléments. Par exemple, quand il est question de Smart City, où on me dit, ça y est, la ville intelligente va créer une forme de Minority Report, prédire le crime avant qu'il n'ait lieu. Un peu comme dans 1984. Attention à ce que tu peux penser, parce que la machine peut, elle, localiser, on va dire, ce que tu as dans le cerveau. Donc, de facto, te conduire ou non à un tribunal, ou en tout cas à une sorte de formation pour redevenir le citoyen modèle. Et Estrosi, entre autres, en avait parlé, il voulait comme ça une application, voyez-vous, pour surveiller les gens, et notamment au niveau de certains comportements, les détecter bien plus vite. Alors, on était dans l'idée même de plusieurs révolutions industrielles. Donc, la première, c'est tout ce qui est normalement des vapeurs, ce genre de choses. La machine à vapeur, qui va permettre, entre autres, les transports, avec la révolution des chemins de fer. Et je lis un livre actuellement sur ça, où au niveau de la France, ça a copié notamment certains modèles qui étaient en Asie, ça a également reproduit ce qui pouvait être en Algérie à l'époque, sur ça il faut reconnaître, et c'est accélérer l'échange de marchandises, d'informations. Donc de facto, euh, rendre une connexion, vous voyez, tisser une toile d'un point à bien d'autres encore, pour soit affréter des marchandises, soit se déplacer soi-même, ou bien encore transmettre de l'information. Et à partir de là, c'est obtenir un pouvoir sur la masse. À défaut d'une politique qui était cantonnée à une certaine géolocalisation, localité, voyez-vous, bien précise, là, ça peut s'étendre. Et on rentre dans un phénomène où, par exemple, le campagnard ne s'intéresse plus seulement à ce qui se situe chez lui et ce qu'il appellerait dans les pays voisins. Il va mieux s'insérer dans le national, voire se questionner sur l'international. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les drames, les crimes contre l'humanité, les génocides, les guerres, bien d'autres choses encore, vous voyez, qui vont concentrer même la personne au fond de sa campagne et qui pourra échanger et même débattre dessus depuis l'Internet qui anciennement était ARPANET et révolutionné après depuis Genève à nouveau avec les Français entre autres étant les voisins. Donc on arrive à la deuxième révolution industrielle qui elle est marquée par l'invention de l'électricité et qui va accélérer tout ce qui est production à la chaîne, ce que l'on va nommer il me semble la manufacture. On arrive dans l'idée des techniciens.
Donc le technicien qui peut passer d'un poste à un autre avec une petite formation, mais qui viendra en fait à être un assistant de la machine. Vous voyez, dans la répétition d'une tâche, dans la fatigue d'ailleurs, comme le disait Simone Weil à l'époque, et ça produit plus, donc ça rend accessible des marchandises à bon nombre de personnes, et par exemple pour l'automobile, ce qu'avait fait Ford, c'est de permettre notamment à ses employés de pouvoir euh, s'en procurer. Comme ça, après, il y a toute une économie qui marche, et puis, quelque part, ça devient un modèle universel. Sans la voiture, aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose. C'est assez difficile. C'est un des meilleurs moyens de transport, on va dire ça comme ça. Et donc, mais c'est pas fini. On arrive à la troisième révolution industrielle. Et là, c'est l'éthique. Pas l'éthique, la morale, l'adaptabilité au public qui revient de l'éthos. Non, on est dans les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Ce qui en soi rejoint déjà les précédentes révolutions industrielles dont je vous parlais. Accélérer les flux, entre autres, de communication. Et à partir de là, tout un tas de révolutions, du Minitel à maintenant carrément l'informatique, à la miniaturisation de la technologie, selon la loi de Thomas More, où tous les 18 mois, on gagne normalement en capacité de stockage et on augmente en tout cas les performances, entre autres, des processeurs, par la miniaturisation. D'accord? C'est pour ça que souvent on se questionne, attends, à l'époque, il me fallait une disquette qui était balèze comme ça, et puis qui dedans avait un petit circuit pour enregistrer que des images. Et encore déjà c'était compliqué de les mettre. Puis nous avons révolutionné les choses avec, je crois que c'était les DVD il me semble, les CD, où là on pouvait graver un peu plus et on arrivait à mettre quelques petites vidéos depuis le caméscope, on passait par un enregistrement et on avait ce qui s'appelait les lecteurs graveurs. De ces lecteurs graveurs, on arrivait à il me semble que c'est les clés USB, c'est des disques durs externes, c'est en fait augmenter la capacité de ton appareil et tout de même avoir un support que tu peux brancher un peu euh, comme un cloud. Même si c'est pas un serveur, tu vois, mais tu peux l'utiliser sur n'importe quel appareil. Tant que tu as la connexion à ce serveur, enfin à ce disque dur. Le cloud c'est la même chose, c'est juste que c'est des grosses unités. Elles sont connectées en réseau, t'as pas besoin d'être branché physiquement dessus, tu vas plutôt utiliser le sans fil, quoi. La 4G, le Wi-Fi et la passerelle qui te fera connecter avec des identifiants à ta petite partie de stockage, tu vois, de ce qui est dans le nuage quelque part. Et donc derrière, le flux d'informations va devenir ce que l'on nomme les big data. Alors je vais vous lire ça dans ce livre-là dont on reviendra dessus, parce qu'après, il y a bien des révolutions, même dans les séries, par exemple, qui nous montrent avec Black Mirror, ceux qui veulent casser la mort, entre guillemets, c'est-à-dire quitte à ce qu'un proche soit décédé et qu'un algorithme continue à créer des posts selon le profil qu'il avait, les mots qu'il utilisait, ce qu'il pouvait dire sur l'actualité, sa façon ou non d'apporter un peu de gentillesse, ce genre de choses. Continue à le faire vivre, même si c'est de façon artificielle et que ça n'a rien à voir avec le être, vous voyez, le je suis la personne qui pense, mais c'est refuser le destin. Et c'est bien d'autres choses encore hein, dont on pourra reparler, notamment sur le fait de prédire les crimes ou encore sur le côté d'enregistrer toute sa vie, soit pour la re-regarder ou autrement encore pour la mettre à la vue de tous. Ce qui d'ailleurs supprime l'anonymat, entre autres, hein, même si beaucoup disent que nous sommes plutôt sous une sorte de patronyme. Donc on a plein de films, hein. On a Matrix, Terminator, l'Odyssée de l'espace, HAL dans 2001, on a... Il y avait quoi d'autre comme film que j'avais cité? Il y avait c'était AI quelque chose, avec un gamin en fait qui est un robot, vous voyez. Il a certes, entre guillemets, on pense qu'il a des sentiments et tout, mais il pourra jamais grandir. C'est un robot, il a été conçu juste pour être, entre guillemets, un enfant dans une famille qui pouvait en avoir ou qui ne souhaitait pas accoucher ou avoir un être biologique. Donc à tout moment, tu peux mettre en off et hop, ça dort. Il y a bien d'autres choses. Il y a une série Arte, je crois que c'était Human, un truc comme ça, je sais plus, où en fait c'est des robots humanoïdes
qui ont remplacé notamment dans l'industrie, donc dans la manufacture, c'est eux qui font les tâches. Oui. Mais comme il y a besoin d'une certaine motricité et comment dirais-je, vous voyez, une certaine articulation entre guillemets, eh ben on les a créés comme l'homme. Vous voyez, on en fait des reproductions, c'est un nom spécifique. Et donc, ça mène, comme je disais, donc, le déluge de données, ce que les professionnels et les médias appellent communément les big data, sans que nous ayons pris garde, nos vies sont devenues de plus en plus digitales. Tout ce que nous lisons, écoutons, regardons, échangeons sur nos PC, nos smartphones, nos tablettes et même nos télévisions qui sont connectées, génère un flux ininterrompu de données. Les big data regroupent un ensemble de technologies et de pratiques destinées à acquérir, stocker, traiter, analyser, partager, visualiser de gigantesques masses de données. Et ce n'est pas des humains qui peuvent, comment dirais-je, sur les milliards de connectés, décrypter chaque mouvement de la vie, entre guillemets, sur les traces laissées, lesquelles sont les plus intéressantes. C'est des algorithmes qui ont été créés par des humains, mais perfectionnés pour aller chercher des informations précises. Par exemple, un récapitulatif de tes déplacements, des occurrences, qu'est-ce que tu recherches particulièrement, des récurrences dans les comportements, dans les amis ou non que tu peux avoir, la famille, et ce que tu peux en dire derrière. Pas seulement ce que tu échanges avec eux. Et là, on avait eu l'affaire d'Edward Snowden, qui lui-même est passé d'ailleurs dans un film, donc sur sa vie et sur ce qu'il avait dénoncé depuis la NSA, quand il avait sorti depuis un Rubik's Cube apparemment une petite carte micro SD, vous dire la miniaturisation déjà pareil des technologies pour stocker les infos, il l'a sorti et il a expliqué qu'en fait le gouvernement américain entre autres mettait pas seulement les Américains sous surveillance, mais la planète entre guillemets. Et qu'il cherchait à connaître nos habitudes, à voir comment nous influencer. Et on l'avait vu à l'époque avec, par exemple, l'opération Mockingbird, je crois, Oiseau moqueur, où ils influençaient depuis les médias, où ils dépêchaient, on va dire, certains agents pour créer des mouvements de masse, des déstabilisations, ou bien encore éviter toute critique à l'égard de l'Amérique, du Nord particulièrement. Et à partir de là, donc, on voit les stratégies de manipulation qui vont agir également par les algorithmes, ce que vous allez consommer, ce qui vous sera mis en notification ou encore sur vos pages de consultation en priorité, dans les recommandations, ce qui viendra après une vidéo, et bien d'autres choses encore. C'est pour ça que soit vous avez un mode sur les réseaux sociaux de consommateur où vous pouvez vous laisser happer, ils vous tirent vers eux et vous mettent des contenus et finalement vous allez les consulter, soit vous avez un recul et en fait vous savez précisément quelle chaîne vous allez voir, quel contenu et vous en sortez. Vous ne vous laissez en fait jamais prendre dans les flots et puis comme la houle de temps à autre fractionner contre les rochers pour vous calmer un peu. C'est ça. Ou au contraire, vous agitez pour créer une colère et voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez aller sur des blogs, des sites un peu plus radicaux, aller peut-être sur Telegram, parce que l'idée même de c'est crypté, on ne peut rien contre nous, c'est un mytho. Il y a des nœuds d'entrée, il y a des nœuds de sortie, et à partir de là, véritablement, les algos, s'ils veulent, ils remontent. Tac, 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 tac. Un humain, ça prendrait trop de temps, mais il faudrait toute une équipe et remonter tous les nœuds avec les DNS et bien d'autres choses encore. Donc, le plus simple, c'est que l'algo, il remonte. Et il arrivera au nœud d'entrée ou de sortie. Un des deux, il vous localisera. C'est pour ça que même les meilleurs hackers, des fois, qui se mettaient à certains endroits, étaient pistés par des humains. Avant déjà on ait l'intelligence artificielle. D'accord ? Et après, il y a bien d'autres choses. Mais voilà, quand on parle d'informatique, il faut avoir une certaine maîtrise. Tu vois, par exemple, dire que tu peux récupérer toute une page, en gros ce qu'on appellerait le script de la page quelque part, en ayant une URL, c'est être un idiot. Parce qu'en fait, par exemple, si c'est un applicatif, tu ne pourras pas y accéder comme ça. Il te faudra d'abord, dans un premier temps, un logiciel pour pouvoir aller dessus. Et après, tu ne seras pas sur Google ou autre, tu seras sur un autre bail. Mais bon, passons ces détails, parce qu'il y en a certains, ils se pensent très intelligents parce qu'ils ont regardé un ou deux tutoriels. Passons ceci et revenons au sérieux de ce direct. Nous ne nous mettrons pas trop sur les personnes epsilonesques. Et
Je voulais vous mener après à bien d'autres choses. Donc on a des quantités d'informations qui sont consultées, échangées, page 22. Par exemple, on nous disait à l'époque, hein, parce que ça date un petit peu, je l'avais je crois déjà en 2018 il me semble ce livre, eh bien le volume des données, et on y reviendra dans ce livre, hein, connaît une croissance exponentielle. Chaque minute, au niveau mondial, nous échangeons près de 70 millions de mails. Pendant ces 60 secondes, Google enregistre plus de 2 millions de recherches, 340 000 tweets postés, 3 millions d'avis sont donnés par les 1,2 milliard d'utilisateurs de Facebook et 138 000 heures de vidéos sont regardées sur YouTube. Ce qui conduit d'ailleurs à voir que les mastodontes sont soit asiatiques, soit américains. Où sont passés tous les ingénieurs du Moyen-Orient ou encore d'Afrique que l'on nous vend à longueur de temps? Je me demande où est leur système d'exploitation, où sont leurs téléphones, où sont encore leurs moteurs de recherche et bien d'autres choses. Pour ceux qui apparemment ont inventé les mathématiques, révolutionné la médecine et bien d'autres choses. Et qui ont des milliards. On peut penser à l'Arabie Saoudite et au Qatar et encore à d'autres pays comme ça, mais qui ne possèdent rien. En tout cas, sur le domaine technologique. Ils investissent énormément, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne proposent rien. Donc ça fait des tas de données, de consultations, d'influences possibles, et derrière, on se dit que, comment dirais-je, on est dans, je crois que c'était 8TH Wonderland, le film, vous voyez, Alice Wonderland, où il y a un monde dans le monde. Et à la fin, c'est même plus la nation même, physique, découpée par les voyants, si je puis dire, sur une carte du monde. Nous sommes, entre guillemets, voyez-vous, dans Facebookland, Twitterland, dans ces îles-là, quelque part, qui abritent trop de population pour l'espace disponible. Puisque tout espace, voyez-vous, c'est comme sur un journal. Là, c'est le corps de l'article. Là, ça va être la publicité. Là, ça va être l'encart pour signaler le prix ou ce genre de choses. Vous voyez, Internet, c'est pareil. Ils essaient au maximum d'avoir une ergonomie qui, à la fois, te propose un contenu à consommer, mais place de l'influence, du marketing, voire du neuromarketing. Et on en reparlera parce qu'il y a ce qui s'appelle le eye tracking, c'est-à-dire où ton regard se diffuse sur l'écran. Qu'est-ce que tu regardes en priorité? Et par exemple, sur des vidéos où tu peux voir des femmes, bien souvent les hommes vont regarder les formes, tac. Ils vont pouvoir traquer comme ça où l'œil se positionne et mener à des contenus après en fait qui vont aller crescendo vers de la sexualisation entre guillemets. Voyez, sans forcément être dans le hard de sites privés, ils vont t'emmener quand même vers des choses qui ne te feront pas réfléchir, quoi. Qui te laisseront juste comme ça au plaisir du regard ou non. Et en 2010, on a l'ancien PDG de Google, qui s'appelle Eric Schmidt, qui estimait que nous produisions tous les 2 jours autant d'informations que ce qui avait été produit entre le début de la culture humaine et 2003. En 2013, il ne fallait plus que 10 minutes pour produire la même quantité d'informations. Et selon IDC, ce volume de données devrait encore être multiplié par 15 d'ici 2020. Donc, c'est passé. C'est-à-dire que là, en moins d'une minute, on produit autant d'informations, en flux, je parle, que depuis le début de l'humanité. Mais par contre, est-ce que c'est de l'intelligence dont on fait part, ou au contraire, est-ce que c'est du divertissement, de la crétinerie, voyez-vous, de la rigolade, peut-être, parce qu'il en faut aussi, mais derrière, il n'y a pas trop de philosophie portée. C'est-à-dire que, comme je le disais la dernière fois, fut une époque, il y avait moins d'êtres humains sur Terre. Mais, malgré l'accès difficile à l'information, aux livres, à bien d'autres choses, parce que il existait une ère pré-imprimerie, voyez-vous, eh bien ces gens, ils avaient quand même une intelligence, des réflexions poussées. Et pourquoi aujourd'hui c'est moins disponible? Parce qu'il y a le besoin de l'instantané, de l'immédiateté de la chose. On n'a pas le temps de faire la queue dans les courses. On n'a pas le temps de se poser à réfléchir. Il faut que l'info nous soit déjà mâchée et hop, mange. Comme un oisillon, vous voyez, c'est déjà pré-mâché. Il ne reste plus qu'à ingurgiter, mais c'est juste, on va dire, pour continuer à vivre, quoi. Mais tu développeras pas ta force, tu n'iras pas chasser, tu n'iras pas...
en fait, découvrir les territoires. Bah, l'information, c'est pareil. La philosophie, il en est de même. Vous voyez, c'est chasser, c'est prendre les bases de ce qui nous a été donné avant, puisque nous avions ingurgité des infos, mais de ce socle-là, maintenant, à nous de prendre notre envol quelque part, et d'aller chercher l'info, voire d'en produire par la suite. C'est en tout cas l'idée même de chaque être humain. Nous sommes dans la sociabilité, nous avons besoin également d'extérioriser ce qui est de notre intérieur. Mais pourtant, ce qui fait partie de nous était dans un premier temps de l'environnement. Vous voyez, c'est l'influence que l'environnement a eu lieu sur nous. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'épigénétique. Et ça a modifié l'ADN. Et bien là, des cercles de sociabilité, de famille, d'amis, bien d'autres choses, ont influencé depuis tout petit ce que tu peux penser de la société. En grandissant, tu t'en libères un peu parce que c'est mon corps, mon choix, mais c'est aussi j'ai le droit de penser et je peux te dire non si je veux. Et à partir de là, tu es à même, en tout cas normalement, de t'orienter. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont passées de l'enfance à l'adolescence, qui pareil est beaucoup influencée et à devenir des adolescents. D'accord? C'est pas des adultes. Ils restent dans une phase où ils n'arrivent pas à couper certaines branches, quoi. Et à voir ce qui pourra pousser le meilleur ou non, d'ailleurs, la vision qui s'en dégage. Donc, tout ça nous conduit après à des algorithmes qui vont être toujours plus puissants, puisque, aussi hétérogènes qu'elles soient, toutes ces données, textes, images, vidéos, lieux, centres d'intérêt, goût, rythme cardiaque, vitesse et bien d'autres choses encore, constituent chacune une part du puzzle multidimensionnel qu'il est possible d'assembler pour mieux comprendre chacun d'entre nous et l'univers qui nous entoure. Et c'est là où ce qui est incroyable avec les réseaux, c'est qu'à la fois on peut nous catégoriser dans la religion, dans la politique, dans notre mode de pensée, de consommation, que ce soit par exemple par les drives. On sait exactement ce que vous avez commandé, à quelle fréquence. On est même capable de vous recommander à certaines périodes de l'année avant que votre besoin soit fait découvrir, peut-être 2 ou 3 jours avant qu'il faut acheter ce produit. Et comme vous arrivez quelque part à la période, allez, 2-3 jours avant, c'est pas un problème. Vous voyez, c'est comme pour Noël. Noël, c'était, on va dire, 2 semaines avant, à peu près 1 mois. Ben aujourd'hui, des fois, ça commence 2 mois, voire 2 mois et demi avant. Ils ont déjà réussi à sortir des catalogues ou autres. Parce qu'ils passent les barrières cognitives, mais ils vont étape par étape. Pour le processus de consommation, de cadeaux. Et qui dit, par exemple, un cadeau acheté 2 mois avant, quand tu referas une petite publicité 1 mois avant, il y aura peut-être un complément, un double achat, quelque chose d'impulsif. C'est ce qu'ils cherchent. La visualisation, enfin, c'est John Tukey, professeur des statistiques à l'université de Princeton, qui donna à la visualisation de données ses lettres de noblesse en publiant, notamment en 1977 avec John Wilder, un livre de référence, Exploratory Data Analysis, sur les méthodes d'analyse et de présentation des données. Et c'est là où on voit que tu peux avoir un bon logiciel d'analyse. Si par exemple, ce qui est le cas dedans, il recherche par exemple ce qui peut être sur les réseaux sociaux en cas de maladie, de grippe ou ce genre de choses, si les gens se trompent entre un rhume et une grippe, bah, ton algorithme, malheureusement, il te sortira des données complètement fausses. Et donc, il pourra te tromper sur le résultat que tu pourras offrir ou non à tes clients. En tout cas, dans l'analyse de données. Donc après, il y a bien d'autres choses très intéressantes sur ça. Et je vais vous proposer... Alors, je ne l'ai plus en physique, ce livre, donc j'en ai fait une copie des meilleurs passages. Le livre, c'est François Saltiel et c'est la société du sans contact. Oui, c'est tenir des correspondances avec la famille sans forcément se revoir réellement. Donc par vidéo, par message, par vocal. Et à la page 14, il nous dit, vous voyez, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas compris ce que Snowden avait déclaré à l'époque. Je crois que d'ailleurs, j'ai pas continué sur ça juste avant. Quand il explique que tout le monde est sous surveillance, c'est notamment par les PC et par les smartphones. En fait, vous avez une caméra, notamment sur un téléphone à l'avant et à l'arrière, et ça vous permet soit de faire des FaceTime ou bien au contraire de prendre des photos de votre paysage ou ce genre de choses. Et lui disait, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle est activée. C'est-à-dire que quand vous êtes en utilisation et que vous prenez l'application
pour passer en photo, ce genre de choses, vous le voyez parce que ça s'affiche à l'écran et, euh, comment dirais-je, vous avez une architecture qui vous offre en tout cas un visuel de votre application. Maintenant, à distance, on peut l'activer sans forcément avoir déclenché l'application qui vous offre un visuel. Mais pour autant, on vous enregistre à votre insu. On peut également, dans la pièce, savoir au niveau du smartphone, voyez-vous, euh, où vous êtes placé, avec qui, les conversations. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils remontent des fois des terroristes, des gens qui étaient prêts à passer à l'action, parce que, on va dire, ils avaient pensé à plein de détails, sauf au smartphone qui traînait dans la pièce à côté. Et ça, on peut s'y connecter. Et donc, derrière, il y a des interventions qui sont déclenchées et bien d'autres choses. Et il nous montrait, ce que nous dit magnifiquement François Salciel, c'est qu'en fait, une dépendance qui enrichit par ailleurs les mégabases de données de plateformes qui pourront demain encore mieux nous cibler. Car si nous regardons la caméra de notre smartphone, n'oublions pas qu'elle aussi nous voit et éventuellement nous espionne. Et à partir de là, soit par exemple c'est une application type Google qui veut seulement que tu passes plus de temps sur YouTube ou encore à faire des recherches sur Google Actualité, et au vu de ton regard, de ce que tu fais, en fait dans le regard il y a plein de choses qui peuvent être analysées. Et j'ai lu un livre sur ça, sur tout ce qui est le cerveau et certaines choses. Et au niveau de ton œil, tu as au niveau de la cornée, la rétine et bien d'autres choses, on va dire des fois ça peut se dilater, euh, le niveau de clignement des yeux, le taux de ce qu'ils appelleraient humidité, etc. Tout ça, c'est en fait ton état de santé, mais également ton état émotionnel. Ils sont capables de voir si là tu es triste au fond, si tu veux, malgré un sourire que tu pourrais afficher jusque-là, dans ton regard, ils pourront analyser si tu es inquiet, tu es triste, ce genre de choses. Et donc ça mène à ça. Des gens, des fois, qui ont 10 ou 15 ans de retard et qui se questionnent de pourquoi ils ont, je sais pas, ils ont parlé d'un sujet, ils ont une publicité sur ça, ou encore le smartphone était face à eux. Oui. Et moi, j'allais plus loin à l'époque, je vous disais, entre autres, pour tout ce qui était Apple et tout là. Vous savez, 30 000 points du visage qui sont détectés pour la reconnaissance faciale. Je vous disais que ça reste pas que dans le téléphone pour ma part, ça va dans une base de données. Et ça servira par la suite, tout ce qui est système de surveillance, notamment pour les Britanniques MI6, pour les Français, je sais pas, peut-être la DGSI ou je sais pas exactement, vous voyez, les services un peu d'intervention secret, on va dire, qui sont là pour éviter des drames et bien d'autres choses. Et euh, tout ça, ça nous fait perdre. Attendez, je vais revenir après à la distribution. On coupe tous les liens, on va dire, les intermédiaires entre l'homme et la technologie. On fait en sorte que vraiment la technologie soit omniprésente. Ce qui mène, donc, comme on était sur les caméras, je vous emmène à cette page-là. La technologie entre dans nos habitudes et change nos réflexes. On confie à Google nos moindres interrogations et angoisses. Au premier symptôme, on l'utilise pour s'auto-diagnostiquer au grand désespoir des médecins. Google, c'est tout sur tout le monde. Personne ne ment à Google. Ou alors, c'est, quoi qu'il arrive, de toute façon, une personne qui se fera trahir. Vous voyez, si elle fait des recherches à contrario de tout ce qu'elle pense, et bon, en fait, l'algorithme il sera capable de le détecter. Tu ne peux pas le tromper comme ça. Il faut y aller avec plus d'intelligence. Mélanger le vrai du faux. Et c'est là où c'est tout un travail, entre guillemets, pour pas être pisté ou ce genre de choses. La technologie entre même dans les objets qui comportent de plus en plus de composants que l'on retrouvait auparavant uniquement dans des ordinateurs. On a écran tactile sur l'électroménager, microprocesseur dans la voiture Tesla, ours en peluche connecté pour les enfants, et on peut aller bien plus loin encore, ce qui s'appelle IoT, Internet des objets connectés technologiques. Et à partir de là, c'est tout, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait même la domotique. Tu rentres dans ton logement, avec une télécommande, tu peux contrôler le niveau de luminosité ou encore activer le détecteur de mouvement qui pourra seulement se déclencher en cas de passage dans la nuit. Les volets que tu peux fermer à une certaine heure ou bien contrôler, la température de la pièce. Il y a bien d'autres choses encore comme ça. Ça peut être de l'électroménager. Je sais pas, par exemple, tu as un four où tu avais déjà glissé dedans le plat, bah, tu as juste appuyé, hop, ça le déclenchera, thermostat à tant de degrés,
et avec une durée limitée selon le plat que tu y mets. Et ça va plus loin, parce qu'après, c'est pareil, tu as les frigos connectés à la... Je crois que c'est Amazon qui fait ça, alors attendez, hop, je l'avais, il me semble, noté. Frigo Amazon, page 82, comme ça on a un petit exemple sur ce que je dis par rapport à la domotique. Donc, Amazon a récemment déposé un brevet de réfrigérateur avec des capteurs capables de repérer les produits manquants et les produits frais périmés pour en recommander et les faire livrer automatiquement. Et au nom de la lutte contre le gaspillage, la pollution, protégeons l'environnement. Et bien on regardera ce qu'il y a dans votre frigo, si vous avez trop acheté ou non. Auquel cas, vous prendrez une pénalité, une taxe. En plus, déjà des taxes pour sortir les poubelles. Et on pourra autrement vous proposer des recettes pour consommer dans un premier temps les produits qui arrivent à péremption. Le tout, en fait, peut être détecté par des étiquettes RFID. D'accord ? Donc après, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera dedans, parce que tu as juste à découper l'emballage et tu laisses l'étiquette. Et auquel cas, il semble que tu as consommé, ou si tu as périmé, tu détaches l'étiquette, tu la jettes avant. Enfin, il y a bien d'autres choses. Et les étiquettes RFID, elles vont être présentes partout. C'est-à-dire que la télévision, entre guillemets, existera toujours, mais pas sous la même forme. Peut-être que j'ai du temps d'avance sur ça, je ne sais pas. Ça fait peut-être 5 ans que j'en parle. Je vous disais par la suite que ce soit les cadres photos, que ce soit les téléviseurs et ce genre de choses, ça sera remplacé par des grandes étiquettes RFID. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'étiquette RFID, si je te mets par exemple des lunettes connectées, eh bien, c'est un tag. Et tu peux faire apparaître autre chose dessus. Le tag, il peut te faire apparaître des images, des vidéos si tu as les lunettes adaptées, qui peuvent avoir la même interface. D'accord ? Une plateforme qui permet de transformer les RFID en informations. Donc, soit sur un téléphone, par exemple, tu badges un produit et tu obtiens les ingrédients, date de péremption, où il a été fait, bien d'autres choses. Soit carrément, tu mets des lunettes qui te font apparaître une réalité augmentée et sur un mur, tu mets une étiquette RFID. Et voilà que ta télé, en fait, ne prend plus de place. Tu peux d'ailleurs la faire à la taille que tu veux, sur mesure. Tu peux même passer d'une pièce à une autre pièce sans, entre guillemets, perdre l'image. C'est-à-dire que là, sur ton mur, tu avais une étiquette RFID, tu vas dans la cuisine, il y en a une autre qui est placée. Donc en fait, ton téléviseur passe d'un endroit à un autre. Et le son parvient depuis les lunettes ou depuis des écouteurs ou encore depuis une enceinte placée dans chaque pièce. Vous voyez, ça peut aller bien plus loin encore. Et quand je regardais Harry Potter il y a quelques années de ça maintenant, eh bien, il y avait un moment, un truc qui m'avait assez marqué, c'était le journal. Il l'ouvre et dedans, tu as l'actualité où en fait c'est animé. Vous voyez, une sorte d'image holographique un peu qui apparaît et puis tu vois, tel groupe a fait ça, enfin des infos quoi. Et je me disais par la suite, comme les journaux papier sont en mal actuellement, il faut les révolutionner. Qu'est-ce qui coûterait pas trop cher et qui permettrait de créer une sorte de magie ? Eh bien, des journaux avec des petites étiquettes RFID qui te feraient apparaître l'actualité sous une nouvelle forme. C'est-à-dire que malgré le fait que tu n'aies pas un smartphone ou autre, tes lunettes te feront activer, ou bien avec ton smartphone même, tu pourras placer par-dessus, tu verras des choses, des vidéos ou bien encore bien d'autres choses. Et donc là, c'était à peu près la même idée. Hop, que j'enlève pas ça parce que j'ai mis des petits post-it aussi. D'ailleurs, il y en a un, il me semble, qui est parti, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, ordinateur, etc., tout est connecté à Internet, tous les assistants intelligents seront connectés en discussion permanente entre eux pour faire des choses à notre service. À terme, nous serons au cœur d'un véritable écosystème d'assistants intelligents de plus en plus autonomes. Et comme certains ont la flemme de faire les courses, ce genre de choses, ils pourront se faire livrer. Et le frigo pourra détecter ce qu'il faut consommer ou non avec... sur l'écran du frigo, une demande de validation quand même. Vous voyez, l'intelligence artificielle, l'algorithme te fait une proposition, mais c'est toi qui disposes. Tu valides ou non d'ailleurs la transaction, ce genre de choses. Alors dire, l'humain, on lui laisse quand même la main sur la chose. Page 21 dans celui-ci, on revient donc à la société sans contact. On observe que Facebook commémore les meilleurs moments importants de notre vie.
nous alerte également sur les anniversaires. Faites de vous un ami exemplaire. Bah, il y en a certains, ils connaissent même pas la date d'anniversaire de leurs frères et sœurs ou de leurs parents, mais par contre, sur leur ami, entre guillemets, ils savent la trouver. Et en priorité, grâce à Facebook, les notifs, les recommandations, ce genre de choses. Et on a le site en fait qui se substitue à notre mémoire. Et c'est là où on arrive à la Société du Poisson Rouge de Bruno, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous l'ai présenté récemment. La, comment dirais-je, l'attention de l'humain est à 9 secondes. Le poisson rouge est à 8. Quand il fait le tour du bocal, il l'a déjà oublié. Dans la petitesse de son espace, il a l'impression d'être dans quelque chose de grandiose. Un monde qui, à chaque fois, est à redécouvrir chaque jour, alors qu'en fait, c'est toujours le même. Et bien là, on est à peu près dans le phénomène parallèle, voyez-vous, en égalité avec ça. Internet. De plus en plus, quand je regarde sur Twitter, l'actualité est affaiblie. C'est-à-dire que il y a, comment dirais-je, un objet qui doit être l'attention de tout le monde. Là récemment, c'était Iman, je sais pas quoi, là, le boxeur, la boxeuse, peu importe, on s'en fout. Mais ça apparaissait. Comme si c'était un phénomène international et que tout le monde devait être concentré sur ça. Alors qu'en vrai, je veux dire, c'est une médaille, quoi. C'est comme si on était sur Léon Marchand toute la journée ou bien d'autres encore. C'est bien, il faut les applaudir, mais bon, après, tu vas pas passer 3 4 jours sur ça, tu t'en fous en fait. Euh, les personnes qui les ont eu il y a 4 ans ou encore 8 ans, 12 ans, etc. Vous voyez, on est déjà plus sur eux, quoi. C'est vraiment épisodique, ça apparaît et puis passe à l'actualité suivante. Par contre, des choses qui devraient être traitées disparaissent. Ton attention doit être absolument avec l'intention, voyez-vous, de ne plus se concentrer sur l'essentiel. Et donc derrière, pour revenir à ceci, on a Mark Zuckerberg qui avait racheté la start-up CTRL Labs qui développe une interface cerveau-machine et ainsi ses lunettes pourront bénéficier de capteurs aptes à décrypter les signaux cognitifs du cerveau grâce à la rétine. Et on avait également les lentilles connectées, je crois que c'est Sony, il me semble qu'il avait breveté ça mais qu'il les a pas encore sorties parce que, on va dire, faut pas qu'il y ait de rejet, faut pas qu'il y ait d'infection. Donc il y a tout un travail aussi sur la matière, on va dire, un peu comme du comment je pourrais appeler ça, du biomatériau, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit pas être rejeté par le corps, qui doit passer, pas créer de complications non plus, pas de fatigue. Donc il y a tout un travail. Mais ça veut pas dire que ça ne verra jamais le jour. Et c'est comme les Google Glasses. Elles étaient sorties, elles ont été retirées parce que c'était pas la bonne période et que les gens, majoritairement, n'étaient pas prêts. Il faut les préparer par le cinéma, par les publicités. C'est comme pour la puce RFID. Pour ma part, entre une puce RFID et une montre connectée, je pense que les gouvernants, ceux qui veulent maîtriser les mouvements et bien d'autres choses, c'est la montre connectée. Parce que ta puce RFID, certes, imaginons, elle est géolocalisable. Ce qui n'est pas le cas pour toutes d'ailleurs. Il faut des capteurs assez puissants, etc. Émetteurs, récepteurs. Eh bien, Radio Frequency Identification, elle n'aura pas tout un panel pour analyser ta chaleur corporelle, ton rythme cardiaque, ton état de santé, ta tension, ce genre de choses. Par contre, une montre connectée, elle, munie de multiples capteurs, peut te localiser, peut avoir un micro pour enregistrer les conversations. Savoir, et on va en reparler après, qu'est-ce qui peut t'animer. Au contraire, tes traumas, tes moments de gênance et bien d'autres choses. Elle a la faculté de savoir à quel moment de l'année tu es en bonne santé ou pas, et bien d'autres éléments encore. Ce qui ramène d'ailleurs au livre de Bill Gates sur comment éviter la prochaine pandémie, où dedans il parlait bien, à un moment d'avoir une technologie qui surveille les gens, où on sait leurs déplacements, et surtout on peut anticiper, on va dire, les foyers épidémiques, pour intervenir au plus vite. Je crois que son idée même, ça s'appelle germe. Vous comprenez un peu l'idée même, le germe, la base, entre guillemets. Eh bien, ça a une autre définition, mais ça revient au même. Intervenir sur le foyer, quand ça s'étend un peu plus, c'est un autre nom encore, mais dans les premiers instants, quoi. Confiner. Faire des dépistages. Et plus seulement à la pharmacie ou encore auprès de personnel de santé. Que tu aies toi-même ton matériel pour te dépister. Voyez, et que depuis les smartphones, on puisse suivre, comment dirais-je, si tu as bien pris ton traitement, si tu es bien resté chez toi, et bien d'autres choses encore. Et ça ira plus loin, la protection des enfants.
Qu'est-ce qui demain n'empêchera pas, au vu du nombre de crimes contre les enfants, surtout dans les foyers, ce qu'ils appellent l'inceste, qu'il y ait une caméra chez les parents, pour qu'à tout instant, s'il y a maltraitance, violence, manquement des parents, par exemple, à donner de la nourriture aux enfants, bien d'autres choses encore, ce soit identifié par l'algorithme. Ça peut aller très très loin dans l'état de surveillance. Il y avait une série sur ça qui s'appelait, que j'ai pas trop kiffé en plus, mais quand même je l'ai regardé parce il y a toujours une part, entre guillemets, d'intrigue, de réflexion sur ce qui adviendra. C'est... je sais plus, putain. Les gens, ils sont parqués dans certaines zones. Et derrière, tu as tout un tas de services secrets qui ont mis des caméras dans les villes. Dans les logements, il y a carrément également des micros. Ça fait aussi penser à la série, je crois que c'était Silo, il me semble. Tout est sous surveillance, pareil. Mais sauf que là, c'est à l'intérieur des miroirs, carrément. Tu les vois pas, les caméras sont à l'intérieur. Et il y avait le film The Circle également, avec la montre connectée, qui te montrait en avance également la technologie qui allait être annoncée par Apple. Et dedans, il y avait cette idée de serveur en souterrain non déclaré qui mesurait bien des éléments sur l'état de santé, pour par la suite proposer ou non des interventions et géolocaliser toute personne, hein, même dans le moindre recoin du monde qui n'est pas forcément connecté, en moins de 20 minutes. Voyez, en diffusant des images, en créant du harcèlement, etc. Et ils avaient montré une petite technologie comme les AirTags. Vous voyez, la toute petite taille, c'est une pièce à peu près de 2 euros, peut-être un peu plus gros, en caméra, et qui était positionnée dans plein de villes du monde, mais où la population même, les populations n'étaient pas au courant. Pour les mettre sous surveillance, quoi. Et en même temps, vérifier les climats et bien d'autres choses. Toute la remontée de données qu'il y a derrière. Il y a un livre que j'ai lu là, et j'ai pas réussi à le retrouver, parce qu'en fait j'avais fait pareil, un papier comme ça. Il parlait des épandages. Il n'y avait pas seulement les épandages, vous voyez, où ça fait des nuages et c'est de la géo-ingénierie. Il y a aussi, je crois que c'était iodure d'argent, ou je sais plus. En fait, c'est un élément qui va être diffusé et qui va permettre, comment dirais-je, des meilleures communications, par exemple militaires. Et de détecter le moindre objet, on va dire, qui ne devrait pas être dans l'espace aérien. Il y avait quoi d'autre dedans? Il y avait la possibilité, il me semble, de voir les bâtiments. En fait, par l'utilisation, si j'ai bien compris la chose, d'un gros appareil qui peut émettre des ondes, eh bien, pour refaire le décor, il fallait diffuser une sorte d'iodure d'argent, je ne sais plus exactement, voyez-vous, et tu pouvais tout refaire en mapping, quoi, on va dire, comment je peux dire ça, sur ordinateur, sur informatique. Et à l'époque, je vous disais, c'est là où je me suis égaré, il y a tellement d'infos, vous voyez. Les smartphones, pour moi, depuis qu'ils ont été connectés à Internet, avec Google Maps et ce genre de choses, quand tu tiens ton téléphone dans la rue, chez toi, peu importe, ils sont capables de tout recartographier. Certes, on voit les voitures passer avec leurs gros appareils photo, vidéo qui... Ouais, il prend plein de photos comme ça et puis il passe. Et il fait, on va dire, tac, 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 point stratégique par point stratégique. Et après, il te reproduit ça en informatique. Et c'est comme ça que tu peux naviguer, passer, vue aérienne, ce genre de choses. Eh bien, je pense que les smartphones recréent un monde. Et je me questionnais l'autre jour, il y a peut-être, l'autre jour, il y a quelques années quand même, je vous avais partagé, il me semble, une partie de la vidéo de 2017 ou 2018 sur Inception. Le rêve, dans le rêve, dans le rêve. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est à partir du moment où on a réussi à créer le même décor que ton monde réel, c'est à quel moment tu fais la différence. Oui. Déjà, dans la métaphysique et les méditations, notamment la méditation première de Descartes, tout remettre en question. Tout est faux ou pas? Et puis tu te rends compte que je pense, donc je suis réel. Déjà, on part sur un principe vrai. Et je fais la différence entre mon sommeil et mon état éveillé. Parce qu'on va dire, dans mon sommeil, il y a plus de possibilités de déformer le monde. Alors que dans mon état réel, je subis l'environnement, si je puis dire. Oui, je ne suis pas maître de tout. Je suis maître de ma pensée, maître de choses, mais je ne peux pas comme ça déformer le décor. 2 plus 2 égale 4. Dans mon sommeil, ça peut être 4 comme ça peut être 10. Vous voyez, on peut, comment dirais-je, faire en sorte que tous les
PNJ, vous voyez, les personnages entre guillemets que l'on crée dans notre rêve, dans notre scénario, eh ben, soit ils adhèrent à notre idée, soit ils sont nos adversaires, enfin on peut avoir une multitude. Par contre, donc, pour pas vous perdre, dans le réel, tout ça, c'est pas possible. Et je peux pas imposer mon idée à l'autre. Et lui-même est conscient et donc il acceptera ou non de me rejoindre ou de me combattre. L'environnement, je peux pas le détruire, etc. Mais pourquoi Inception alors? Mais parce que ceux qui travaillent sur l'ingénierie, sur tout ce qui relève des synapses, des neurones, comment dirais-je, de notre perception du monde par rapport à nos sensations et qui aiment d'ailleurs nous tromper par des effets d'illusion, par bien d'autres choses encore, sont peut-être dans l'idée de produire un autre monde. Éviter une surpopulation et puis en même temps voir qu'est-ce que l'imaginaire pourrait produire dans la machine. Vous voyez? Et je pourrais comme ça après développer, mais bon, il faut que je vous mette des images, ça sera plus simple, parce que si je vous exprime ma pensée, vous voyez, tout le monde ne va pas forcément la rejoindre, la comprendre. Il y a ce que je dis, il y a ce qui peut être perçu, et puis après, il y a ce qui sera vraiment ressenti, quoi. Donc je vais essayer de vous donner une belle forme à ça, mais c'est pour vous dire que j'ai des soupçons sur un programme de ce type. D'accord? À quel but, quelle fin, etc., je ne sais pas vraiment, mais l'expérience ne s'arrête jamais. Voyez, le scientifique a besoin de voir jusqu'où il peut. Et quelle est la meilleure piste pour un scientifique que, entre guillemets, de vouloir remettre en cause l'existence de Dieu? Puisqu'en l'occurrence, si on est capable de créer notre propre monde, notre propre conscience dans un monde totalement artificiel, qu'est-ce qui à ce moment-là relevé du réel? Mais bon, je vais continuer avec disruption. Je bois juste une gorgée et on se reprend. « 21. Donc là, les algorithmes modifient nos comportements. Alors on a des équivalents de ce test du marshmallow existeront de manière algorithmique et s'exerceront sur nous en permanence de manière invisible via nos comportements en ligne pour nous évaluer sur tout type de critères. Il est déjà possible de déduire certains aspects de notre personnalité, notre état d'esprit et notre humeur avec des algorithmes qui analysent nos comportements sur les réseaux sociaux. Fréquence d'utilisation, clics, contenu liké ou partagé, etc. En 2017, un rapport interne de Facebook a révélé que les algorithmes de la plateforme étaient désormais capables d'identifier les adolescents stressés, anxieux ou manquant de confiance en eux pour alimenter des campagnes de publicité ciblées. Et qu'en sera-t-il demain de l'obligation de soins, d'être suivi, d'avoir un accompagnement au nom de cette utopie de tout le monde aime tout le monde? Nous sommes dans le communisme, appartenons à la même famille, alors nous devons voir le bien de l'un et de l'autre. Il y avait pareil, je crois que c'est un épisode de Black Mirror sur ça. Et c'est la secte. Fais attention, j'aime plus c'est Black Mirror ou c'en est un autre. Ça fait aussi penser au meilleur des mondes. Si t'es pas bien, petite notif quelque part, prends le cachet de Soma. Tu retourneras dans un effet euphorique. Et ça peut aller encore plus loin. Pour les besoins d'une étude, Facebook a changé volontairement les contenus visibles par ses utilisateurs pour voir si leur humeur était modifiable selon le type de contenu diffusé, positif ou négatif. Résultat, l'étude a confirmé que Facebook avait la capacité de changer l'humeur de ses utilisateurs selon les contenus affichés. Imaginons une sorte de Truman Show poussé. C'est plus seulement, comment je pourrais dire ça, une télé-réalité où il y a quelques acteurs et les autres en fait sont là uniquement pour... Oui, dans le Truman Show, en fait, lui il n'est pas vraiment au courant qu'il est acteur, quoi. Puis il y a tous les autres qui sont à côté, qui sont là pour créer le scénario, faire le show, répéter, voir à quel jour il se réveillera, quoi. À quel moment il comprendra qu'en fait, mais tous les jours c'était la même chose. Oui. Quand est-ce qu'il viendra sectionner cette part du poisson rouge pour essayer de voir plus loin, on va dire. Pas seulement entendre, écouter ce qu'on lui transmet par la télé ou encore ce qu'il y a au travail, les conversations avec les collègues, ce genre de choses. Quand est-ce qu'il vivra sa propre vie? C'est à peu près ça la chose. Et bien là,
On va plus loin, on va dans un modèle où, au nom de l'expérience, ce qui s'appelle la recherche-action, vous voyez, l'action-recherche, un peu à l'autre qui travaille au Tavistock, dont je n'ai plus le nom en tête, eh bien, euh, on vous prend pour cible, un jour comme ça, et on veut voir votre comportement. On essaye de regarder si on peut vous pousser au suicide. Ou pour d'autres, on regarde si on ne peut pas vous passer d'un état un peu pitoyable, voyez-vous, vous étiez en train de vous apitoyer sur votre sort, vous étiez dépressif, vers du côté d'une bonne humeur, d'un changement, d'une envie d'ailleurs de se reprendre en main. Et il y a plusieurs comme ça, à mon avis, et je parle même pas du gang stalking, ce genre de choses, vous voyez, une sorte d'harcèlement qui viendrait par différents réseaux et qui serait poussé jusqu'au réel. Non seulement les algorithmes ont la possibilité de nous connaître jusque dans nos traits les plus intimes, mais ils ont aussi la possibilité d'influencer nos humeurs et donc nos choix et nos décisions. L'influence de ces algorithmes sur nos vies donne le vertige et soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques auxquelles nos sociétés ne sont pas prêtes à répondre. Nous allons devoir faire preuve d'humilité face au pouvoir de prédiction de ces algorithmes qui nous prouveront de plus en plus que nous sommes beaucoup plus prévisibles que nous le pensons. Toi qui t'absentes quelques jours d'Internet et qui reviens, tu pensais que le jour où tu allais revenir, c'était quelque part du hasard, entre guillemets, personne ne pouvait l'anticiper, et pourtant, il y a déjà une pièce qui était mise sur ça. Toi qui abordes tel sujet parce que tu as lu un livre ou ce genre de choses qui t'a été recommandé, pareillement. Le seul moyen de ne pas être influencé pour le moment, même s'il y a toujours une part quand même d'orientation, on va dire, d'humain ou de ce genre de choses, vous voyez, d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans la fonction, c'est par exemple quand tu es dans une bibliothèque. Tu vois, dans la fonction, tu as celui qui a fait la remise en rayon. Tu as les stocks qui étaient disponibles. Donc tu ne trouveras pas n'importe quel ouvrage non plus. Tu seras mis dans une probabilité de prendre celui-ci. Oui, par rapport à là où il était dans l'entrée, au thème que tu recherchais, et bien d'autres choses. Établissement comment dirais-je, d'une probabilité voilà, de consulter telle chose ou d'acheter. Mais elle sera réduite, entre guillemets, dans la manipulation qu'on peut avoir sur toi comparé aux réseaux sociaux. Où là, au moindre mot-clé, sur un site d'achat en ligne ou ce genre de choses, eh ben, il y aura une certaine remontée. Exprès, pour te pousser vers une thématique, une direction. Et c'est comme ça qu'on voit que de plus en plus, il y a ces effets de communauté, d'isolement dont on va reparler après. Ça ne débat plus avec les adversaires, les contre, ça n'essaye plus en fait, de se voir dans l'opposé. Ça essaye seulement de se ressembler. Et à partir de là, on peut l'observer pareil pour les phénomènes de mode. Ils veulent tous quasiment être sapés pareil. Pour ce qu'ils appellent la beauté. Les filtres. Vous voyez, il n'y a pas 10 000 filtres. Il y en a peut-être 20, 30 par application. Et certains qui vont être des phénomènes de mode. Donc qui vont attirer énormément de personnes. Et à partir de là, on va retrouver les mêmes troubles. Je crois que c'est la dysmorphophobie, quelque chose comme ça. En fait, c'est se déformer par rapport à une image illusoire qu'on se fait de soi-même. Et donc, vouloir passer sur le billard, être modifié quelque part, hein, au scalpel et bien d'autres choses encore. Bon, je tire les traits, mais c'est pour montrer que, dans un premier temps, la médecine esthétique, injection, ce genre de choses, botox et toutes ces conneries, et puis après, ça va carrément à la chirurgie. Là, ça se refait carrément à la rhinoplastie, les seins, encore, comment dirais-je, les implants mammaires et ce genre de choses. Pourquoi? Puisqu'ils ne s'acceptent plus en fait à leur naturel, dans leur essence. Quelque part, s'ils pouvaient, ils attaqueraient le potier. Vous voyez, le créateur qui nous a fait d'argile, si je puis dire. Ils seraient sur la forme, au lieu de voir le fond. Ils voudraient quelque part se scander sur une forme, alors que même si on les mettait dans un état de perfection extérieure, ils seraient toujours mal dans leur corps et dans leur peau, puisque ce ne sont pas eux, et qui n'ont pas réussi à se trouver à l'intérieur. Et comme je le disais, le côté de l'extérieur, il se travaille quand même. Vous voyez, une personne qui se laisse aller, rapidement, les traits vont, les muscles vont se détendre, il y a bien d'autres choses encore, ce qui fait que, évidemment, elle n'aura pas la même tête, elle n'aura pas la même carrure, la même posture.
Mais ils préfèrent la simplicité, l'immédiateté, c'est je veux. Je ne me mets plus à l'effort. Vous voyez, c'est comme pour, quelque part, l'intelligence. Il y en a certains, ils vont me dire, si tu lis des livres comme je le fais, et que tu en ressors les contenus, tu es une éponge. Depuis tout à l'heure, et depuis plein de vidéos que je présente. J'ai pas un script là qui est en train de défiler et en train de lire. C'est trop fluide. Ou alors il faudrait vraiment que j'ai une supra-intelligence, voyez-vous, pour ne pas bugger sur un mot, pour avoir une telle éloquence quelque part. Vous voyez, tac, 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 tac. J'aurais un script comme ça qui serait en train de... Non. Et en plus, pour garder, vous voyez, des yeux qui seraient fixes comme ça, qui seraient pas là en train de... Ouais, il y en a certains, ils sont un peu... peut-être dans la jalousie, je ne sais pas. Mais pour vous dire que ce n'est pas parce que vous lisez et que vous ressortez des informations de ces livres que vous êtes une éponge. Au contraire, vous auriez pu découvrir ces choses-là par des articles. De toute façon, c'est l'extérieur qui vous nourrit. Mais il y a des formules qui sont intéressantes et qui sont à recouper entre différents ouvrages. Et où vous pouvez ajouter vous-même de votre spéculation, votre histoire. Et comme je l'ai fait tout à l'heure avec les films, Harry Potter, ce genre de choses, les écrans et bien d'autres choses. Bon, là on est à 55 minutes que je regarde ce que je voulais vous lire. Donc, les algorithmes modifient le comportement. Comment c'est possible? Eh bien parce qu'au préalable, ils ont enregistré nos données. Seuls les professionnels et les passionnés pourront avoir le temps et la patience d'utiliser la technologie. Puis est arrivée une révolution qui aujourd'hui nous semble anodine, tellement nous y sommes habitués. La souris qui a permis d'utiliser chaque pixel des écrans avec plus de liberté, puis la souris qui par la suite a laissé place carrément à l'écran tactile, où là c'est notre doigt petit à petit, c'est une extension du corps, ça devient un outil, ça devient, vous voyez, comme un contact, l'homme avec la femme, vous voyez, il y a une sorte de douceur entre guillemets, il y a du tactile, vous voyez, il y a la sensation du toucher. Là, c'est la même chose avec le smartphone. Bon, c'est pas les mêmes rapports, c'est pas... Mais c'est l'idée même, vous voyez, de se familiariser et de ne faire qu'un quelque part avec cette technologie où tu la maîtrises du bout des doigts, quoi. L'appareil projette nos applications directement sur une surface et utilise des capteurs pour repérer nos mouvements et rendre la surface tactile. Quant au clavier, au départ physique, il se décline maintenant sous forme d'applications comme SwiftKey, capable de nous suggérer des mots et des expressions en fonction du contexte. Je crois, moi, c'est ce que j'appelle le T9. Je pense pour la plupart, en fait, ça nous saoule. T'écris un mot, pouf, ça te le modifie ou ça t'en met un complètement différent. Ça rend fou. Mais au fur et à mesure, ça va véritablement, par contre, se perfectionner. C'est comme pour les mots qui étaient lus par un vocal robotique. À l'époque, ça faisait un peu Nono le petit robot. N-O-O. Vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, c'est carrément une voix fluide. On a deux doigts de reproduire ce que fait l'humain. D'ailleurs, je vous en reparlerai avec Terminator. Je vous avais fait la vidéo en 2017-2018 et je vous avais dit, tout ce qu'on fait au téléphone, ça disparaît pas. C'est enregistré. Les mots, l'accentuation, le rythme, bien d'autres choses encore, la hauteur, la tessiture, tout ça. Et demain, ils seront capables de se faire passer pour toi. Vous savez, je crois que c'était Terminator 2, un truc comme ça, là, le méchant qui après fait la voix d'une femme, il raccroche. Ou la voix de l'enfant, je sais plus, mais voilà, pour tendre un piège, quoi. Eh bien, il y a une série également, je crois que c'est The Capture ou quelque chose comme ça, pareil. Et ça peut même autrement. Attendez, c'était quoi aussi? Là, on n'est plus dans la reproduction d'avant, on est carrément dans la reproduction physique également. C'était dans euh, Utopia, je crois. Où le gamin est accusé d'avoir fait un crime, d'avoir pris une arme comme ça, en avoir assassiné certains, alors qu'en fait, pas du tout. Il était ailleurs. Bon, c'est ce genre de choses. Donc après, il y a sur les claviers. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'enregistrement de données, de notre voix, ton, expression, type d'humour, style, nos tournures de phrases, et bien d'autres choses encore. Et ce qui m'a fait marrer, c'est ceux qui se croient forts en crypto, en cryptage, pas seulement en cryptographie ou ce genre de choses. Les codes secrets, comme quand t'es enfant. Comme si l'algorithme ne pouvait pas détourner ça. Vous voyez. Je vous en parlerai prochainement parce que c'est plus que risible. Quelqu'un qui
qui voulait donner une leçon sur les technologies, l'informatique, alors qu'en fait, c'est des plus pittoresques ce qu'ils proposent. Et c'est par exemple, toi, tu vas par exemple avoir un ami et tu lui dis, on sait jamais, si un jour tu reçois un appel ou autre, si vraiment t'hésites, c'est moi ou pas au bout du téléphone, ce genre de choses, on a ce code-là. Mais une fois qu'il va être employé une fois, tu le gardes, tu le changes, tu vois, et le code, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est à nouveau, ça n'a rien à voir avec les vrais codes intelligents, le type Enigma, où là vraiment ça bouge. Ouais, il faudrait être dans une folie, dans une paranoïa pour chaque semaine avoir avec ses amis ou sa famille. Tiens, on change de code parce que là, en plus, le code, faut pas qu'il soit enregistré. Enfin, faut pas en avoir parlé à proximité d'un téléphone, d'un ordi ou autre parce que sinon c'est mort. Euh, enfin bref, vous voyez, c'est entrer dans un état de folie, en fait, dans un état paranoïaque. Et c'est recherché. Allons à la page numéro 36. Ce que je vous disais tout à l'heure, le eye tracking. Et d'ailleurs, j'avais un ami qui avait un Alienware en ordinateur. Et j'étais choqué, hein. C'est incroyable. Tu peux carrément déverrouiller même le PC, je crois que c'était en 2-3 clignements de jeu, en fait, tu lui mettais un code, quoi. Et ça reconnaît vraiment si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, hein. En revanche, il y a une manière plutôt prometteuse d'interagir avec la technologie à distance. C'est le fait de le faire simplement avec le regard. L'eye tracking correspond à des dispositifs capables de capter le mouvement et la direction de nos yeux pour piloter des machines ou utiliser des applications. Le concept fait rêver. Nous allons pouvoir utiliser notre smartphone sans les mains, simplement en visant certaines zones de l'écran avec le regard. Et donc une intensité, on va dire, et là par exemple je regarde dans cet angle-là, tac, je veux absolument ouvrir, voyez, le fichier que je regarde. Et peut-être que pour éviter de se tromper, il y aura, je sais pas, par exemple, votre fichier, vous voyez, il est entouré en vert. Et si tu clignes une fois des yeux, tac, c'est bien lui, donc il s'ouvre. En fait, il y aura une communication, un langage. On en revient à ce que je disais. Fut une époque où on parlait tous la même langue, est venue la division de la langue par Babel, vous voyez, la démesure de l'humain qui voulait remonter carrément au ciel pour dire, regarde Dieu, je me mets à ta hauteur quelque part. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc, les langues deviennent multiples, mais même dans la précédente langue qui existait, il y avait différents langages. Chaque métier a son propre langage. Et celui qui travaille le bois, il va connaître tous les matériaux, il va savoir d'où proviennent tel et tel arbre, qui va devoir après se servir pour tel meuble, ou encore pour confectionner des outils, ce genre de choses. Il va avoir son langage. Le peintre, pareillement. Et comme ça, on peut avoir une flopée de métiers où on comprend que ce sont des langages à parler, comme l'informatique. Celui qui est informaticien, il va te parler du langage, alors à l'époque, je crois, il y avait un peu de Java, HTML5, je crois, un truc comme ça, CC, CC+, enfin bref, il y a je ne sais combien de choses de ce type, dont je ne maîtrise absolument pas les tenants et les aboutissants, si je puis dire. Mais on est dans ça. Donc là, c'est seulement, on va dire, un nouveau langage qui ne sera pas seulement de l'ordre verbal, mais qui sera également, voyez-vous, dans le non-verbal. Dans le côté clignement d'yeux, tu bouges la tête, oui, non, enfin bref, voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Ce qui peut servir pour les handicapés. Il y a déjà, d'ailleurs, il me semble, des jeux vidéo aussi qui ont été adaptés pour eux. Avec des plateformes où tu ne joues plus avec les mains et comment dirais-je, les pouces et les doigts, ce genre de choses, mais tu viens à utiliser par exemple au niveau de la manette ton souffle. Hop. Vous voyez, il y a comme ça sur la manette par exemple, je sais pas, 3, 4, comment je pourrais dire, pailles. Et selon si tu souffles doucement, ça va activer ça, si tu souffles fort, et comme ça tu peux jouer avec les autres. Après, il y a plein de supports de la sorte qui ont été créés pour ça, pour les handicapés. Donc en soi, le eye tracking, c'est pareil, c'est une sorte de révolution pour eux. Dans le monde, il y a je ne sais combien de millions d'handicapés. Certes, on ne les voit pas tout le temps, ils restent chez eux dans des centres spécialisés ou autres, mais ils aimeraient bien accéder aux applications, comme les autres. Donc nos moindres expressions faciales peuvent maintenant aujourd'hui être saisies par des capteurs de plus en plus précis pour interagir avec la technologie. Pour utiliser son ordinateur, le physicien britannique Stephen Hawking, à l'époque atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, utilisait par exemple un capteur infrarouge qui détectait les micro-mouvements de ses joues.
Le dispositif était sa seule interface et lui permettait de tout faire avec son ordinateur. Écrire, parler, surfer sur Internet, donner des conférences. En théorie, il n'y a aucune limite quant au choix des parties de notre corps à faire capter par les machines pour interagir avec elles et entre nous. Nous contrôlerons notre environnement d'un battement de cils et les machines reconnaîtront nos micro-expressions faciales et nos émotions pour adapter l'expression qu'elles nous proposent. Alors, maintenant qu'on arrive à ce niveau de perfectionnement, c'est-à-dire que la machine est capable de comprendre ton réseau neuronal personnel, ta façon d'exprimer tes émotions, tes sentiments, donc en fait, elle est capable de te reproduire, de te créer un double. Vous voyez, je disais l'autre fois, toujours dans les écrits de freestyle où des fois je mets la réflexion avec, c'était, fut une époque où on était sur l'ordre biologique, tu nais homme ou femme, puis est venue l'idée psychique où tu te ressens tel ou tel, ou attiré voilà, par tel groupe d'humains si je puis dire, et est venu maintenant le numérique, cette identité qui veut te supplanter. Le remplacement est là. Pas seulement celui de Renaud Camus, de religion, civilisation, ce genre de choses. Là, on est carrément, on va dire, de ce naturel remplacé par l'artificiel, de ce spirituel remplacé par le matériel. Où tu es augmenté. Tu peux vivre une éternité. Je crois même que c'était le dernier fruit qu'on n'avait pas croqué dans le jardin d'Éden. On a croqué le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Entre guillemets, nos ascendants. Donc nous-mêmes, nous en sommes héritiers. Et il y a un autre fruit, il me semble, qui n'a pas encore été croqué, mais tous les siècles passés, les millénaires passés, ce n'était pas possible. Et là, on a un point de l'histoire où l'homme veut s'affranchir de la mort. Une vie pour une vie après. Et peut-être même que l'homme visera ce qui s'appelle la Renaissance. Non, pas la période de l'histoire, la Renaissance même. C'est-à-dire que, comme on est capable de le reproduire, eh ben, il restera une seule chose, à télécharger sa conscience dans l'informatique, d'accord, où il retrouvera un corps qui est déjà fait, mais cette fois-ci plus avec un handicap, et on lui promettra une immortalité. Et donc, avant même de décéder dans le monde réel, puisque tu ne peux pas... Si on est dans cet ordre-là, et c'est pour ça que je questionnais l'autre jour, que, comment dirais-je, le cerveau, en fait, la conscience se situe dedans, et elle n'est pas dans une autre dimension, elle n'est pas dans une sorte de dualité, enfin, vous voyez, dans corps-esprit, voire trinité avec l'âme. Donc, vous voyez, sur des dimensions différentes, mais que tout se situe dans le cerveau véritablement, même la glande pinéale, pour ceux qui le voyaient à l'époque, ça veut dire que on ne peut pas transférer mort, puisque mort, c'est inactivé. Et au point de vue de ces scientistes ou peu importe, il n'y a plus de conscience. Et c'est éteinte avec le cerveau. Donc on doit te transférer vivant. Donc ça veut dire qu'en fait, tu affrontes Dieu, quelque part, pour lui dire « je n'accepte plus ma condition, et je vais me sacrifier de mon vivant pour renaître. » Vous voyez, il y a cet ordre-là. Je vais me tuer pour renaître. C'est quand même incroyable. Et derrière, l'immortalité informatique, comme je disais, c'est l'histoire d'un great reset, d'un grand recommencement, d'un effacement. Une fois que tout le monde s'est téléchargé dedans, que se passe-t-il ? Tac, ça y est, t'existes plus, on peut t'effacer. Ou au contraire, on peut jouer avec toi, te mettre dans des scénarios de traumatisme et, entre guillemets, être hilar de ça. C'est bien d'autres choses encore. Un peu comme dans Control Factor, le film. Je sais, il y a pas mal de références aujourd'hui, mais on reviendra bien en détail. Je vous ferai un montage, comme je l'ai fait pour les JO, vous voyez. Je vous mettrai les images et bien d'autres choses. Là, c'est du vivant qui contrôle. C'est-à-dire que par les antennes relais, il crée comme ça, vous voyez, il t'envoie comme des, je pourrais dire ça comme des pulsations. Vous voyez, pour créer une sorte de colère, d'énervement sur certains quartiers, et que ça vienne à chauffer, à péter, et qu'en fait ça crée des mouvements de violence. Et il y a cette idée, tu le vois dedans, je spoil, hein, des gens qui arrivent avec une mallette, et en fait ils ont téléchargé des traumatismes qui sont capables de t'enclencher dans le cerveau. Donc pour ceux qui veulent même de leur vivant rester sur cette planète et pas être encore dans le post-humanisme, et comme ça s'augmenter pour apprendre plus vite un peu à la Matrix, télécharger des données, des programmes d'art martial ou ce genre de choses, eh bien, on peut aussi vous effacer. Si on peut ajouter, on peut faire son contraire, soustraire. Ou bien, on peut s'affranchir de votre consentement
et vous créez des troubles. Bref, il y a toute une multitude possible, mais ça, il faudrait que je vous le présente avec un visuel. Mais c'est pour dire attention à la technologie. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est l'un des progrès les plus spectaculaires de ces dernières années en intelligence artificielle et qui sera décisif pour contribuer à son développement dans les prochaines décennies et d'avoir permis aux machines de voir, de reconnaître ce qu'il y a dans leur environnement visuel. Comment ça a été possible ? Vous vous demandez certainement, une caméra, est-ce qu'on a besoin de la changer pour passer avec l'intelligence artificielle et donc à la reconnaissance des choses de l'environnement ? La réponse est non. Certes, les nouveaux modèles de caméra ont plus de pixels, peuvent zoomer, avoir plus de détails, mais les anciennes font très bien le travail aussi. En fait, c'est le logiciel, ce qu'on appellerait le software, qui va s'allier au hardware, donc au matériel, et qui rendra possible bien des phénomènes, dont la reconnaissance d'un humain, d'une voiture, d'un chat, et de bien d'autres choses encore qui peuvent se situer. Comment c'est possible ? Eh bien, nous, en tant que simples internautes, on a rempli ce qui s'appelait à l'époque des reCAPTCHA. Donc je vais en reparler juste après. Là, on voit, grâce au progrès des réseaux de neurones, comme en fait pour le cerveau, ils reproduisent ça comme ça, ceux qui permettent aux services postaux de lire les adresses, on peut désormais apprendre aux machines à reconnaître ce qui se trouve dans leur environnement de manière de plus en plus précise en leur fournissant des photos. On ne cherche pas à programmer la machine pour qu'elle reconnaisse ce qu'il y a sur les photos. Ce n'était pas l'objectif, voyez-vous. On lui donne simplement des exemples et on la supervise. C'est-à-dire que l'algorithme doit être en cloud, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de méga serveur accessible depuis n'importe quel appareil et qui peut, par un algorithme, faire un comparatif. À quoi ressemble cet élément de l'environnement ? Hop, et tu remontes toute la base de données. Et donc, l'objectif, ça va être une puissance de calcul, c'est-à-dire balayer un maximum d'informations, tout en voulant recouper avec la première image, vous voyez, un peu comme une... même si on n'est pas dans cette idée-là, mais l'expérience de... mince, comment ça s'appelle ? Solomon Asch, je crois que c'est lui. C'est Solomon Asch. Un bâtonnet et 3 bâtonnets, et tu dois retrouver celui qui correspond. L'objectif du groupe, t'influencer dans la mauvaise direction. Et bien là, imaginons qu'on a un algorithme. Vous voyez ? Mais lui, il n'est pas là pour être influencé vers la mauvaise direction. Seulement, il doit chercher la bonne réponse. D'accord ? Donc il va avoir tout un tas de photos qui vont passer. Et il me semble que par exemple pour reconnaître un chat, c'était de l'ordre de centaines de milliers de photos avant de pouvoir reconnaître le chat. Alors qu'un enfant, même en bas âge, que lui en montre 2 ou 3, en même pas 4 jours, ça y est. T'as pas besoin de lui montrer 100 000 fois que c'est un chat. Il saura dire que c'est un chat. Là est la différence entre l'intelligence humaine et ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, qui pour moi est plutôt une intelligence d'algorithme. Voyez ? IA, intelligence en algorithme, mais pas une intelligence artificielle comme si elle était comparable à l'intelligence humaine. D'ailleurs, il y a un livre sur ça que je vous lirai prochainement, c'est de l'ordre notamment de la pensée, de réfléchir, de l'humain, comment il est plus puissant tout de même qu'une machine. D'où l'idée, et je vous disais, d'Elon Musk et de d'autres, de nous faire croire que l'IA est dangereuse, et que nous devons absolument rentrer un peu comme dans le monde de Matrix, nous connecter aussi pour la combattre. Ou comme dans Terminator. Vous voyez, certaines machines qui sont là pour combattre les autres. Et bien là, c'est la même chose. En fait, les ordinateurs, même quantiques, même ceux qui sont en train de développer de l'ordre un peu biologique, où ils tentent de récupérer des neurones et de mélanger ça après avec des circuits électriques, ça ne sera jamais équivalent à un esprit humain, au cerveau humain plus précisément. Donc leur seul moyen de créer une intelligence artificielle vraiment intelligente, c'est de la juxtaposer sur une vraie intelligence, en l'occurrence humaine. Et donc à partir de là, nous serions connectés et de temps à autre effacer notre réalité pour justement faire les puissances de calcul et faire travailler la machine par rapport à nos propres bases de données que nous avons déjà. Vous voyez ? D'où l'idée peut-être d'avoir une sorte d'élite humaine qui a fait plein d'aventures, plein de choses, avec plein de profils différents, de les réunir et eux de les asservir comme la nouvelle machine, par tout leur savoir, connectés à un cloud. Ce qui ferait un peu penser d'ailleurs à
comment il s'appelait Enfin, même si c'était pas la même chose, mais dans l'image, c'est Minority Report. Vous savez, je crois que c'est 3 ou 4 femmes qui sont mises dans l'eau avec un bonnet, et je crois que c'est des électroencéphalogrammes, quelque chose comme ça, qui sont connectés et qui permettent de prendre l'info, le message, voir qui est le danger. On lui donne simplement des exemples et on supervise, donc en lui indiquant ce qui se trouve sur chaque photo, un chat noir par exemple ou une maison bleue. Puis l'algorithme du réseau de neurones agrège toutes les photos contenant l'élément qu'on lui a indiqué et calibre toutes ses valeurs pour finir par être capable de reconnaître parfaitement l'élément en question. L'algorithme fonctionne en montant dans les niveaux d'abstraction. Il part des pixels, puis définit les contours, les formes, puis l'objet en relation avec les autres éléments sur la photo. C'est par exemple de cette manière que Facebook est en mesure de vous reconnaître sur vos photos lorsqu'un ami ou une autre personne d'ailleurs vous tag sur une photo. Il indique à l'algorithme que vous êtes sur la photo et Facebook n'a plus qu'à agréger toutes les photos où vous êtes identifié, puis à calibrer son réseau de neurones pour ensuite pouvoir vous identifier tout seul sur de nouvelles photos. À l'époque, vos amis identifiaient, tac, ils mettaient un carré, et là c'était vous. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de faire le carré. Si un de vos amis met une photo, ça peut directement vous identifier. En tout cas, ils savent que c'est vous. Plus l'algorithme aura vu d'exemples, plus il sera capable de reconnaître ce qu'il y a sur les photos avec un taux d'erreur décroissant. En 2012, Google a fait la une de la presse en annonçant avoir appris à son intelligence artificielle le concept de chat. Les ingénieurs ont fait visionner des millions de vidéos contenant des chats à leur algorithme d'intelligence artificielle pour l'entraîner à reconnaître un chat. Et donc après on a le deep learning et l'autre c'est deep learning et machine learning. Et l'image donc est légèrement floue, on distingue les caractéristiques, après ça continue comme ça, et ce qui nous intéresse c'est plus loin. Donc là 49, tac. Alors normalement dessus il y a l'exemple de la montre connectée, ou c'est moi qui l'avais rajouté, je sais plus. La révolution du deep learning a permis aux machines de reconnaître ce qu'il y a dans leur environnement, de leur donner la vue. Je vous renvoie à ce que je disais l'autre jour sur la vue, qui est à l'origine quelque part du péché, de l'orgueil, de la jalousie et de bien d'autres choses. Donc imaginez donner la vue maintenant à de la machine. Leur permettre dans un premier temps l'émerveillement comme un enfant de reconnaître, et puis à la fin la jalousie ou non. Si jamais on la rendait intelligente. Mais pour se rapprocher de l'intelligence, il manquait aux machines la capacité à apprendre à atteindre toutes seules des objectifs, le tâtonnement. C'est désormais chose faite avec le reinforcement learning, apprentissage par renforcement, qui n'a pas encore le succès médiatique du deep learning, mais dont tout le monde parlera bientôt en faisant référence à l'intelligence artificielle. Avec le reinforcement learning, on dote la machine d'un environnement avec des contraintes et des possibilités d'action, ainsi que d'un objectif à atteindre. Puis, on la laisse s'entraîner par essai, erreur, pour qu'elle atteigne cet objectif toute seule. Dans cette approche, on renforce l'algorithme en le récompensant lorsqu'il se rapproche de l'objectif attribué et on le punit lorsqu'il s'en éloigne, comme un enfant. On peut par exemple apprendre à une machine à jouer toute seule un jeu vidéo comme Super Mario. L'objectif de la machine est de terminer le niveau sans mourir, en maximisant le total des points. La machine joue en essayant plusieurs stratégies, en gardant celle qui fonctionne le mieux et en introduisant des variations aléatoires dans son jeu pour découvrir de nouvelles stratégies potentielles. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas à passer du début à l'arrivée et ça y est, c'est réussi. Ça l'a fait, c'est bon. Elle va essayer maintenant de maximiser le nombre de points, de voir où il y a des failles. Et donc elle va faire tous les scénarios possibles. Comme c'était le cas dans ceux qui jouent au niveau des échecs, le Go, AlphaGo avec IBM. On rappellera IBM, Mauloris et tous les massacres pendant la Seconde Guerre mondiale permis grâce aux cartes perforées. Bon, Watson, tranquille, hein. Il s'en sortira bien. Il recevra même, il semble, une médaille de Légion d'honneur de la part de l'adversaire, mais il pourra se rendre en Amérique sans problème. Je vous laisserai lire IBM, je crois que c'était Edwin Black qui nous a écrit ça. Je vous le présenterai également. Et donc IBM, aujourd'hui, dans la révolution même de l'intelligence artificielle, travaille avec pas n'importe quel groupe, c'est Genesis.
dont je vous en avais parlé en 2017 ou 2018, quand je regardais Terminator, en fait, à cette époque-là, j'étais beaucoup basé sur les films et ce qui se passe dans la réalité. Et j'avais été frappé, donc dans les Terminator, normalement en 97, t'as Skynet, ça y est, s'active quelque part et fait la guerre aux humains. Et puis, au fur et à mesure, deuxième film, je crois que c'est en 2004. Et finalement, c'est reporté. Et arrive le film Terminator Genesis, qui en fait fait référence à Genesis, l'entreprise, puisque euh, la base même de ce Claude qui doit se développer dedans en 2017, euh, depuis l'ordre médical, mais qui est en fait un Claude qui gère également tout ce qui est les corps armés et qui va déclencher une guerre thermonucléaire, eh bien, euh, celle-ci est donc Skynet. Et on apprend que Skynet est en fait Genesis, qui est un Claude, une intelligence artificielle, et finalement qui veut faire la guerre aux humains, pour X ou Y raison. Et dedans, donc, après, il apparaît en Californie. Et j'avais cherché Genesis, qui avait à l'époque le logo 666. Ils l'ont changé et quasiment fait disparaître de partout d'Internet. Mais il y en a encore quelques items, quelques traces. Eh bien, sur son ancien site, il faut absolument que je retrouve la vidéo parce que là, ils ont carrément remasterisé le site. Mais sur l'ancienne version, on voyait qu'ils travaillaient avec Microsoft, Orange Bank, qui d'ailleurs, Orange Bank, c'est passé sous le tapis maintenant. Ils travaillaient avec, je crois que c'était Boston Dynamics, avec d'autres groupes de l'armée. Et c'est là où je m'étais dit, putain, c'est incroyable. Donc on était sur cette idée même euh, de robots tueurs gérés par une intelligence artificielle elle-même en cloud et qui ne s'arrête pas seulement au domaine médical ou militaire, qui contrôle tous les phénomènes de société, dont les émissions network, dont une partie de l'internet, les gestions d'entreprises qui ont été robotisées, automatisées et en fait qui nous ont conduit au nouveau monde, à la technologie même présente partout, la quatrième révolution industrielle comme le dirait Klaus Schwab. Imaginez un peu la déstabilisation de la société. Ce que ça pourrait provoquer. Et on ne parle pas de hacking ou de ce genre de choses comme des gamins qui pourraient croire en des Anonymous ou ce genre de conneries. Hein. Ça, les Anonymous, c'était pour les enfants, les adolescents tout au plus. S'il y a plus de 25 ans passés, tu as cru un moment aux Anonymous, c'est vraiment que tu es un crétin. T'es pas fini. Les Anonymous, c'était des gens qui créaient carrément des chaînes YouTube et qui... Moi-même, on va dire, j'avais fait une vidéo à l'époque où je me marrais au vu des commentaires de ce qui était laissé. J'avais fait une vidéo, je vous la remettrai si vous souhaitez pour rigoler un peu. Et en plus, j'avais pas fait n'importe quoi, c'était par rapport aux technologies de surveillance et ce genre de choses. Mais derrière, j'avais bien fait comprendre que voilà, ça n'existe pas en fait. C'est n'importe qui prenait une vidéo avec le masque et qui prenait une voix et qui venait lui mettre un filtre, comment on appelle ça, un vocodeur. Et d'un coup, ça y est, c'est les Anonymous. Et c'était en 2016, je crois, donc je devais avoir 18 ans. Oui, c'est vraiment dans les époques de jeunesse. Et même là, j'avais compris que ça n'existait pas. Et déjà, il y avait des pistes pour le voir, que c'était vraiment de l'influence même. Quand, je crois que c'était en 2014-2015, on nous laissait entendre qu'il devrait y avoir comme ça des criminels voyez, des politiques pareil impliqués dans de sales affaires, et puis les Anonymous allaient s'en occuper, allaient mettre l'ordre quelque part, parce que nous sommes légion, et on se retrouve dans la dimension de Vendetta, V pour Vendetta, tu vois. Qui d'ailleurs est pareil, hein, une fumisterie. Faire sauter le Parlement, quoi. 73. Donc j'ai passé à la page RFID, je crois, mais c'est pas grave. L'alter ego. Notre alter ego digital. Cet assistant que les géants de l'Internet nous préparent devra nous connaître parfaitement. Pour cela, ses créateurs n'hésitent pas, évidemment, à capter toutes nos données, sans exception. Google enregistre depuis longtemps nos recherches en ligne, les vidéos que l'on regarde sur YouTube, nos déplacements via le GPS de nos smartphones. J'irai plus loin. Quand tu commences à écrire un commentaire, même si tu l'as effacé, ta saisie est déjà enregistrée. Quand tu restes un petit peu sur une page, imaginons par exemple tu as ouvert un blog, un site ou même une page d'actualité et sur l'article tu vas rester un paragraphe qui te fait cogiter. Bah là, ils savent que tu t'es arrêté sur telle partie de la page. Pourquoi ?
Parce que celui-ci, c'est précisément ce que tu peux partager. Il y a bien d'autres choses comme ça encore. N'oubliez pas que le micro est toujours activé quoi qu'il arrive. T'as beau le désactiver, le seul moyen c'est couper le fil. Mais bon, le jour où tu dois t'entretenir, faire une vidéo, t'es comme un con quoi. Ou à moins tu le coupes et après tu mets un micro externe entre guillemets qui fonctionne, tu vois, sous fil. Tac, tu l'enlèves, là c'est bon. Jusqu'à récemment, il analysait le contenu de nos emails pour nous proposer des publicités ciblées. Et même si Facebook insiste sur le chiffrage de bout en bout de nos conversations WhatsApp, difficile d'imaginer qu'il ne le capte pas au moins pour entraîner ces algorithmes d'intelligence artificielle. C'est comme je disais, ceux qui regardent des vidéos de militaires qui font les guerres ou ce genre de choses et qui pensent que ça leur parvient parce que trop intelligents ils ont Telegram, non. S'il faut les brouiller, ils seront brouillés demain. Je vous renvoie à Site Intelligence Group peut-être. L'objectif est de tout savoir sur nous pour nous établir justement le profil précis et exhaustif avec nos goûts, nos habitudes, les caractéristiques de notre santé, notre personnalité, l'évolution de notre état psychologique, les endroits que nous fréquentons, les personnes que nous côtoyons, nos envies. Il s'agit en fait de nous connaître parfaitement pour rentrer dans notre intimité. Et il y avait je sais plus comment ça s'appelle, c'était Arwanes, un truc comme ça. Les Américains en fait voulaient un document d'à peu près 15 pages sur chaque personne de la planète. Nom, prénom, date de naissance, le nombre de fois que tu as été malade, qui t'a côtoyé, ce que tu penses en politique, en religion, tes aspirations, bref, et comme ça. Un petit livret en fait de ce que tu es. Et en dehors du journal qu'ils peuvent posséder sur toi. Une sorte de journal intime. Tous les jours, les recherches que tu as fait à telle heure. Pourquoi? Les films que tu as vus si tu regardes du streaming ou encore que tu utilises les applications. Tout est quantifiable, mesurable, analysable. On en finira avec cette expérience pénible déjà vécue par tous. Cherchez un modèle de chaussures sur Internet. Fini de passer des heures sur des produits qui ne correspondent pas. Tu n'auras même pas besoin de cliquer tu vois, sur sélectionner taille 42, 43, 45, 50, tout ce que tu veux, ça se fera tout seul. Au contraire, donc chaussures, l'acheter puis subir pendant plusieurs jours des publicités invasives cherchant à nous revendre absolument des modèles similaires. Au contraire, notre assistant intelligent saura nous surprendre, mieux qu'Amazon, qui nous suggère des produits simplement parce que les acheteurs ayant fait le même achat que nous ont aussi acheté cela. Notre assistant sortira des schémas établis par corrélation pour évaluer ce qui a le plus de valeur pour nous, au lieu de nous proposer un Balzac parce qu'on a acheté un Zola et c'est ce que les autres acheteurs ont aussi acheté sur le site. Il saura nous faire découvrir des auteurs moins connus, mais que l'on sera susceptible d'apprécier, en réintroduisant de l'aléatoire dans les propositions et en évaluant la valeur pour nous de ces nouvelles suggestions. Il nous proposera des produits au bon moment, de manière non invasive et au prix juste. Et pourquoi pas, comme c'est un agent conversationnel, comme dans Hair, ce sera à la limite d'une relation intime, voire d'une influence sur la politique aussi. Mais au-delà des produits, notre assistant nous proposera surtout des expériences. Google Assistant est déjà capable de nous suggérer un itinéraire à emprunter en fonction de la destination, de la circulation et du moyen de transport choisi. Bientôt, il sera capable de repérer que sur le chemin du spectacle de fin d'année de votre fille, il y a le magasin parfait. Parfait pour lui offrir le cadeau dont elle a le plus envie en ce moment. Alors que ni vous ni elle ne savez encore ce dont il s'agit. Votre assistant aura croisé vos données avec celles de votre fille et celles des filles de son âge ayant les mêmes goûts pour vous suggérer quelque chose qui lui plaira. Imaginez maintenant l'intrusion des parents dans la vie des enfants. C'est-à-dire que, sans forcément traquer toutes les recherches, il sera remonté certains fils, certaines envies. Ce sera des services qui seront vendus. Ils sont déjà quand même dans la capacité de savoir aussi, parce que les enfants ont moins de recul que les adultes sur l'utilisation. Donc quand ils partagent dans des conversations privées, Snap, WhatsApp ou ce que tu veux, ils parlent mal de leur père, de leur mère, de ce genre de choses, ben l'algorithme, tout ça, il l'enregistre. Voyez, la base de données est enrichie de conflits potentiels au niveau de la famille, ou encore de la mère qui a trompé son mari, et de ce genre de choses.
même si elle a utilisé un autre téléphone. Parce que sa voix, il n'y en a pas 50 000 qui l'ont. Plus la géolocalisation également par rapport aux antennes relais. 76. Perfectionner les algorithmes. Nos assistants réaliseront toutes sortes de tâches à notre service. Dans un premier temps, ils nous proposeront d'effectuer des actions simples en nous envoyant des notifications. Comme, par exemple, souhaites-tu que je recommande du café ? Parce qu'ils connaîtront nos habitudes. Nos commandes passées seront connectées à nos objets. Et nous pourrons par exemple demander à notre assistant d'organiser nos vacances. Il sera capable d'analyser nos goûts, nos envies du moment en fonction de notre environnement de données et de nous suggérer une destination sans se tromper, comme l'algorithme de Netflix qui nous recommande le prochain film à voir avec un très haut taux de pertinence. Ça, et j'avais dit page 156, on est à 1h30, ouais. Je vais essayer de pas faire trop long non plus. C'est bien les petits formats comme ça là. 156. Parce que les géants de la tech ont bien compris que l'attention était la monnaie de notre époque, tout comme les publicitaires du XXe siècle étaient obsédés par votre temps de cerveau disponible, notamment Édouard Bernays, eux sont obsédés par votre attention et cherchent à l'accaparer par tous les moyens en transformant l'usage de leurs produits en addiction. Leur objectif est de vous faire passer le maximum de votre temps sur leurs produits ou leurs services. Lorsque vous ouvrez Facebook, les articles qui apparaissent sous vos yeux vous plaisent, vous rassurent, au contraire, vous choquent. Mais ils ne vous laissent pas indifférent. Vous cliquez, vous lisez, vous likez, mais quoi qu'il arrive, vous êtes enfermé dans un biais de contenu dont le seul but est de satisfaire vos goûts ou vos envies du moment sans vous laisser le choix de dire non. Vous pouvez faire défiler votre fil de contenu et scroller à l'infini. Il y aura toujours de quoi capter votre attention. Articles, photos, vidéos qui se déclenchent maintenant même automatiquement pour ne vous laisser d'autre choix que de la regarder une fois lancée. C'est plus seulement la vignette qui apparaît, c'est la vidéo qui se lance sans son, mais pour essayer de te prendre dans le contenu, que tu cliques. Les notifications sont rouges parce qu'elles rappellent un signal d'alerte à désactiver et cela vous apaise de ne plus en avoir. Netflix et YouTube vous suggèrent toujours plus de contenu vidéo personnalisé à découvrir. À chaque fois, la recommandation est pertinente. Bref, trop de confiance d'accorder, etc. Donc ce sera tout pour ce livre pour aujourd'hui et la société sans contact, page 45-46. La conférence TED du militant internet américain Ellie Pariser met en lumière en 2011 le rôle des bulles de filtre qui brisent la neutralité affichée par Google ou Facebook, et on peut ajouter les cas notamment de TikTok, ce que l'on vient juste de lire à l'instant, où quand vous allez sur l'accueil, par exemple, certains contenus vous sont proposés, vous avez des notifications qui vont également vous orienter en direction de certaines émotions au passage, et ça crée des bulles. Et nous l'avons d'ailleurs observé par certains fact-checkers, entre guillemets, qui voudraient laisser entendre qu'il y a des corrélations d'informations qui se véhiculent en tout cas qu'entre certaines sphères, avec des comptes qui sont à l'origine des tremplins, on va dire. Et des rebonds, des pics de recherche ou de fréquentation de telle ou telle actualité. Et bien là, c'est pareil, on a des bulles qui plongent donc l'individu dans un isolement intellectuel et culturel. Car l'algorithme sélectionne les contenus que l'utilisateur aimerait voir et non ceux dont il aurait besoin pour devenir une meilleure version de lui-même, obtenir des connaissances, voire s'épanouir. Personne n'a le même rôle, personne n'a le même Google. Et contrairement à ses engagements, il est loin d'être un moteur de recherche neutre. Eric Schmidt, ancien patron de Google, qui nous dit, écoutez bien, nous savons où vous êtes, nous savons où vous étiez, et nous savons plus ou moins ce que vous pensez. Fin de citation de Eric Schmidt, ancien patron de Google. Slogan Don't be evil. Ne soyez pas malveillant, qui a été transformé en Google en Do the right things. Faites la bonne chose. Faites la bonne chose pour qui? Pourquoi? Pour quel but?
Vous comme moi, ne lisez jamais les conditions d'utilisation. Par paresse intellectuelle et dans un acte qui ressemble fort à un déni, nous acceptons d'être tracés, comme si nous étions affublés de bracelets électroniques portés par les détenus. Et je l'ai déjà inscrit, le bracelet qui est à la cheville, pour les détenus, est déjà au poignet pour ceux qui n'ont commis aucun délit, mais qui se laissent surveiller, notamment pour mesurer les pas, et en dehors de ça, numériser leur fréquence cardiaque, chaleur corporelle, état de santé, ou encore, avec le Bluetooth, voir qui a été croisé. Alors après, on a la page 76 qui m'intéressait, 75-76. Estrosi, notamment, qui avait désiré installer des portiques de sécurité à reconnaissance faciale dans un établissement professionnel de sa ville, qui est le lycée Les Eucalyptus. Une expérience menée également au lycée Ampère à Marseille. Vraiment mettre les bâtiments sous surveillance. Dans d'autres pays, il me semble que, en dehors des uniformes, les gamins ont des sortes de AirTags. On sait s'ils sont présents en classe, s'ils sont sortis du bâtiment, et bien d'autres choses encore. Caméras installées dans les couloirs qui suivent notamment la trace et les déplacements des lycéens. Puis, notamment, ça pourrait servir à la lutte contre le harcèlement, l'isolation, ce genre de choses. La CNIL a rendu un avis défavorable. Mais sauf que, il y a ce qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Joseph P. Overton consiste, donc cette fenêtre, à sortir de la zone où les idées et les opinions sont considérées comme acceptables par la société afin de gagner du terrain. En clair, inacceptable au vu du danger, des gens qui sont menacés, des personnes isolées, des problèmes de santé et tout ce qui s'ensuit, eh bien, ça commence à devenir un peu nécessaire. Et puis en fait, carrément, après, ça va de soi. Il faut l'imposer au monde. C'est à peu près ça, en grossissant les traits, la fenêtre d'Overton. Et on a la startup Q-I ou 1 qui propose de détecter les émotions sur les visages filmés par les caméras de surveillance. Pour faire simple, les caméras, par l'analyse des expressions, du froncement des sourcils, des battements de paupières et même dans certains cas du rythme cardiaque, peuvent savoir si un individu mijote un sale coup. Pourquoi d'un coup comme ça, là, le cœur se met à battre rapidement ? Il a prévu de frapper quelqu'un, d'aller assassiner, de voler. La biologie ment pas. Et autant, c'est un peu comme un détecteur de mensonges. Vous pouvez tenter de contrôler votre pouce, ce genre de choses, mais il y aura une transpiration qui viendra vous trahir, il y aura un rythme cardiaque, bien d'autres choses encore, vous voyez, ou même au niveau du visage. Un petit symbole, un peu ce qu'on appellerait du mentalisme. L'être humain, il n'est pas assez compétent, on va dire, pour ça, mais la machine, au vu des récurrences et bien d'autres choses, elle saura si tu fais exprès de fermer un œil pour faire la personne ou non, vous voyez, qui veut créer du suspense, ou si véritablement c'est une sorte de spasme un peu, vous voyez, ça se ferme parce que quelque chose tu as quelque chose à te reprocher. Et je voulais après, donc après il y avait Reporty aussi, donc la délation, la société de délation, tac. Il y en a certains, ça les connaît bien, il faut juste qu'à employer l'appel pour contacter les employeurs. Ce qu'on appellerait les baltringues, les balances. Et page 199, hop. Une cité connectée. Je vous avais d'ailleurs lu un livre pareil sur la Smart City, ce genre de choses. Et dans celui-ci, Prochain maître du monde, pareil, on avait vu, c'était au Kazakhstan, il me semble. Hop là. Smart City, notamment, c'était Akkol, je crois, pilote la première ville intelligente, c'était au Kazakhstan. Et on en a d'autres comme ça qui sont prises en exemple. Donc une cité connectée, intelligente et sécurisée qui vise à établir de nouveaux standards pour une planète plus saine. Selon les mots de Doktorov, Google a développé sur 1500 pages la Smart City. Feux de signalisation capable de s'adapter à la vitesse des piétons, des bordures de route à même de se déplacer en fonction du trafic, des voitures autonomes ou de la météo, le taux d'occupation des bancs dans l'espace public, la surveillance pour la sécurité, regarder si les gens ne crachent pas par terre, jettent leurs mégots et bien d'autres choses encore. Tant qu'il y aura des bars et des restaurants, il y aura encore de la vie. De commander un verre sans décliner son identité. Ça, c'est encore possible aujourd'hui pour le moment. Et des brèves de comptoir échappant aux GAFAMI. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et je crois que c'est IBM. Des endroits où l'on peut disparaître aussi vite que nous sommes apparus
par le paiement en espèces. Tout ça sans flicage. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons après sur tous les films, comme je vous le disais, et sur cette idée des robots. Seront-ils intelligents, munis d'une sorte d'âme? Et à partir de là, on est un peu dans le shintoïsme, animisme, vous voyez, qui croit que les humains, en fait, c'est comme les objets, ils auraient des esprits. Il y a différentes choses, conceptions sur ce sujet-là. Et on verra la transformation de la famille. Nos futurs aidants sont en cours de développement dans une usine japonaise, puisque les Japonais refusent l'immigration, mais veulent par contre de la robotisation, comme le disait Zemmour en plus aussi. On en a marre de l'immigration, on veut de la robotisation. Moi, je suis ni pour l'un, ni pour l'autre. Un retour à la bonne gestion, à la vie familiale. Vous voyez, au lieu d'amener trop de monde et finalement qu'on vive dans des KGB, laisser un peu plus d'espace et comme ça les familles vivent entre elles. Et les anciens sont entretenus, on va dire, dans des maisons où il y a 1, 2, 3 étages. Comme ça, elle-même a sa propre indépendance, sa vie privée aussi. Elle n'a pas l'impression d'empiéter sur le reste de la vie de famille, de ses enfants ou petits-enfants. Bref, ça sera un tout. Revenons-en au fait. Donc la prochaine fois, certainement un contenu avec des images, ce genre de choses, pour parler des technologies futures, revenir sur ce que j'avais déjà déclaré, et y ajouter d'autres films que j'ai pu visionner entre-temps, avec tout un tas de réflexions. Je vous ai dit, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également, si vous avez des films, des séries à recommander, si vous souhaitez aussi, pourquoi pas, être dans un partage de votre vision du monde, de votre appréciation au monde des technologies, pour le meilleur comme pour le pire, et de bien d'autres choses. Merci pour votre présence. Vous voyez, il y a la qualité ici, on n'est pas que dans la lecture, on est dans un ensemble, et malgré certains rageux, c'est comme ça continuera. Il y a différents formats qui arrivent, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées, et la victoire est assurée. À très bientôt.